ravi de vous retrouver mesdames, messieurs dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui donc nous continuons de parler et d'évoquer des thématiques plutôt liées à ce mois sacré de Ramadan et comme d'accoutumé nous mettons en relief les efforts des bénévoles dans les différentes associations entre autres et puis aujourd'hui nous mettons en relief et gros plan sur une association en particulier, donc l'association Conscience à travers des élans de solidarité extraordinaires. Nous en parlerons avec le président de cette association, M. Amin Kessassi. Et puis, bien sûr, pour ce qui relève aussi de ce mois de Ramadan, il y a aussi un volet plutôt négatif, celui des accidents de la route, notamment dû au manque de vigilance, au manque de sommeil de certains usagers de la route, mais aussi quelques accidents domestiques dont on parlera aujourd'hui avec la présence parmi nous d'un médecin de la santé publique, en l'occurrence le docteur Khaled Wafaq. Donc on va parler un petit peu des dangers qui planent autour des foyers parfois donc inattendus et comment réagir dans ces cas en particulier. Dans ce mois de Ramadan, nous mettons aussi en relief, nous mettons en avant tout l'héritage, les traditions donc de par tout le territoire. Aujourd'hui, nous parlerons de certaines traditions en particulier qui sont en passe d'être classées à l'UNESCO. C'est grâce aux efforts des éléments du CNRPH, le Centre national de recherche en préhistoire et en archéologie, donc dont le président et directeur général sera parmi nous. Il s'agit de Slimane Hachi pour nous parler du dernier dossier. C'est tout frais. Ça a été déposé en mars dernier et c'est relatif aux costumes de cérémonie dans l'Est algérien. Donc, Siham Kenouch, comme d'accoutumé, tous les lundis, elle nous parle d'un pan justement traditionnel parfois. Et aujourd'hui, justement, elle continue dans sa série de mets traditionnels et leur signification, aussi leur histoire et comment ils sont parvenus chez nous. Il s'agit aujourd'hui de la shorba, de la terida et des taïf. Et oui, donc après ce voyage un petit peu culinaire, nous irons à la rencontre d'un des musiciens et chanteurs qui brille actuellement pour ce qui est de l'interprétation du chant Chabi en l'occurrence. N'oublions pas que le TNA accueille actuellement le festival national justement de la chanson Chabi et bien sûr voilà une des valeurs sûres de ce style. Mohamed Yassine sera parmi nous ce matin parce qu'il sera en concert en ce mois de Ramadan, le 14 du mois avril. Donc nous parlerons justement de ce concert en particulier. Voilà pour ce qui est un peu du sommaire de cette émission. J'espère que certaines thématiques retiendront votre attention. En tout cas, merci d'être avec nous encore une fois ce matin. Et tout de suite, rien que pour vous, un point météo. Il est signé Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va en forme ce matin? Ouais, ça va. Ça peut aller. Ouais, un bon soir vous avez eu? Oui, ça va. Je me suis levée aujourd'hui. Ah, d'accord. Un petit thé, ça va. Un petit thé? Ouais. Vous appelez ça un sahur? Ah bah oui, ça me suffit moi. Notre nutritionniste la semaine dernière avait dit beaucoup de protéines s'il vous plaît, beaucoup de fruits. Moi je pourrais pas avaler plus que ça. Avec une petite tartine, c'est tout. Ça va, au moins quelques céréales. Voilà. C'est déjà bien. En tout cas, voilà, vous allez nous offrir certainement des détails sur les nouvelles du ciel aujourd'hui. Ah bah, c'est le beau temps. On vous laisse faire. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, excepté la brume matinale aujourd'hui sur les côtes ouest, eh bien le ciel restera dégagé à partiellement voilé d'ouest en est. La moitié sud connaîtra un ciel localement nuageux. Vers l'extrême sud, le Gare Tassili, également le Sahara oriental. Puis une petite amélioration se fera sentir en cours d'après-midi vers le Sahara oriental. Ailleurs, rien à signaler, excepté des vents assez forts sur Tindouf tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental qui peuvent engendrer des soulèvements de sable. Donc soyez très très prudents
la visibilité risque d'être réduite. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt élevées, mais plus vers l'ouest. Le maximum 32 degrés à Rolizane, Tlemcen, 28 Oran, 24 à Alger, Djelfa, 21 degrés à Annaba, 22 à Al-Biyad, 25 à Tizi Ouzou, 26 à Batna, 23 à Sétif. Au sud, 29 degrés vers Biskra et Lizi, également Janet, 30 degrés Béchar, Gardaya, Tamanrasset, 32 à Drar et Salah, également Borj, Beji Mukhtar, et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 36 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents variables sur les côtes ouest et des vents varient entre 10 et 20 km/h sur l'ouest, le centre et l'est et de secteurs nord-est sur les côtes centre et est du pays. Et on termine bien sûr ce but avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h17. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. Et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions, moi qui Amel. merci. Je vous souhaite de passer une agréable journée, Inch'Allah. Elle va être un peu chaude quand même. Hein. Oui, chaude. Chaudement. Oui, mais on est quand même au printemps. Ce sont des chaleurs normales pour cette saison, hein, Un n'est-ce peu pas? hors saison quand même. Hein, pour Ah bon, l'ouest. un peu Oui. plus élevé le Un mercure? peu plus élevé, oui. Il y a 32 quand même à Rolizane et Tlemcen. Hein. C'est des températures estivales quand même. Ben, on souhaite bon courage aux habitants de Tlemcen et de Voilà, en Rolizane, hein. espérant un peu de fraîcheur pour les jours à venir. Amin, amen. Voilà, je me joins à votre Inch'Allah. prière. Passez une excellente journée Merci, en tout cas. Raja, Profitez de chaque moment et puis Inch'Allah, voilà, gardez Inch'Allah. patience parce que les journées sont quand même courtes, je trouve. Oui, hein, oui, pour ça ce va. mois de Non, mais ça Ramadan. passe bien. Voilà, je vous souhaite bon courage aussi pour le carême et merci d'être là si tôt le matin. Donc, et du coup, on va vous récompenser par une petite chanson. Il s'agit de Mustafa Attaf qui va vous interpréter tout de suite Qamarun.
Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'était là l'interprétation de Mustapha Attaf qui interprétait Qamarun pour vous ce matin. Alors, on s'excuse auprès des téléspectateurs qui nous accompagnent ce matin parce que nous allons parler de plats. Et oui, on va parler cuisine dès le matin. Bon courage. Bonjour. C'est avec Siam Kenouche ce matin, oui. Ça va, Nadia? Ça va. Bon, on va pas les préparer, les plats, Voilà, vous savez. les on va téléspectateurs qui sont habitués à votre Tout à chronique fait. vont croire que vous avez changé de créneau. Non, en fait, on parle juste de l'origine de ces plats, Absolument, d'où ils nous absolument. viennent, comment ils ont pris cet aspect qu'ils ont aujourd'hui. Bon, la différence qui existe entre plusieurs régions, etc. Donc, on va commencer comme nous avons une préparation ramadanesque, si on veut. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de shorba. Ah oui. Déjà, le mot shorba. Elle est la reine de la Ah, table au mois de ouais, je suis en train de Ramadan. Vous savez, il y a des Elle gens se qui... décline dans différentes variétés. En tout cas. Exactement, mais en tout cas, ça se dispute entre shorba et hayra. Oui. Mais il faut dire ce qu'il en est. Il y a des gens qui sont rares, mais il y a des gens qui mangent pendant le Ramadan, qui cuisinent comme tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de préparer une shorba shorba blanche d'emblée. ou rouge tous les jours, mais c'est plutôt des potages, des soupes, etc. J'en connais, d'accord? Donc il y a des gens qui ne... Elle est là. Par exemple, elle est là. Elle est là. Regardez, Je varie. mais t'as shorba. D'accord, shorba, ça magique Ah bon? latinium. Voilà, par exemple. Alors pour certains, Juste c'est latinium. quand même, hein, c'est. Oui. On a l'impression que c'est un. Bon, c'est rien Sacrilège. du tout. Oui, oui, bah, ça devrait, mais bon. En tout cas, shorba, donc quand on dit shorba, donc nous avons une racine arabe, sharaba, donc c'est un liquide, on parle automatiquement d'un liquide. Alors, shorba, il faut dire que les Ottomans, quand ils sont arrivés, les janissaires surtout, connaissaient ce plat déjà, ils le préparaient, et chaque troupe de janissaires avait son propre chaudron et son propre cuisinier qui leur préparait leur shorba, d'accord? Donc, il ne faut pas voir cette shorba rouge. Elle ne l'était pas forcément. C'est-à-dire que c'était une soupe, on ne sait pas ce qu'on mettait à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y avait pas de tomates. C'était chaud et c'était liquide. C'était chaud, c'était liquide, il y avait des légumes, certes, Oui. mais bon, on ne va pas dire que c'est la shorba actuelle, parce que, je vais vous dire pourquoi, 16e siècle, la tomate n'était pas encore vulgarisée. Donc la tomate, il faut donner le temps. C'est vrai que Christophe Colomb est déjà parti aux Amériques, mais il fallait attendre quand même un certain moment pour que le fameux légume, Fruit. ou fruit, Oui. non, légume, plutôt. un fruit. C'était légume. C'est un fruit. Allez, on parie combien? Je sais pas. Je sais que le concombre... Bon, voilà. Deux sacrilèges. Alors, Je sais que le concombre de est un Paris fruit. de bon matin. Parier de bon matin. Je C'est un sais que le sacrilège. hein. concombre est un fruit, Oui. mais je pense que la tomate... La tomate aussi. D'ailleurs, J'en suis sûre. En tout cas, Allez, on la y va. tomate n'était pas très vulgarisée, donc ce Tout n'était à pas fait, quelque tout à chose qui fait. rentrait dans les plats comme ça. Les janissaires avaient un rapport assez particulier avec leur shorba. C'était même un symbole de la troupe, même que quand ils se disputaient entre eux et que le commandant ou le général devait voir que ces hommes se sont disputés, qu'ils ne sont pas d'accord pour un détail, ils renversaient leur shorba. Le chaudron. Ouais. Donc le chaudron était renversé, la shorba n'y était plus, et quand le chaudron était renversé, c'est un symbole et c'est un signe de mécontentement. D'accord. Voilà, donc D'accord. mesdames, prenez les samples. Voilà. Si jamais monsieur vous dérange, vous renversez le chaudron. Oh là là. Bon conseil, tout le monde. De bon matin. Voilà, donc ça c'est une tradition, comme je le disais, non pas turque, j'ai pas envie de dire que c'est turc, mais je disais que c'est ottoman. C'est Parce que les ottoman, Ottomans, c'était un mélange. Mais c'était quand même, comment dire, c'était un empire qui allait jusqu'en Arabie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est venu d'un petit peu partout. Maintenant il y a eu des variétés, chacun l'a adapté à sa région, chacun l'a adapté à sa façon de voir. Bon, faut pas imaginer qu'il y avait des flics ou des blés concassés. Le blé, c'est chez nous, parce que chez nous, la récolte ou les céréales, la nourriture, si on veut, qui est vraiment disponible chez nous, c'est le blé. Donc nous avons beaucoup de blé. Alors nous et les Syriens, nous mettons du blé
concassés comme le bourgol ou comme oui, eux, ils ont cette coutume d'utiliser le blé. Pourquoi? Parce que ça pousse le blé en Syrie. Hein, il y a une bonne production de blé. Donc, que ce soit... Et nous avons été greniers de l'Europe pendant exactement. longtemps. Donc, c'est pour ça que chez nous, shorba, il y a du blé. Alors, il y a du blé concassé ou du blé avec des pâtes, hein, parce que le mqatfa, ce n'est qu'une... il est concassé dès le départ, c'est-à-dire de la récolte. C'est-à-dire qu'il est encore vert. Il est encore vert. Et puis, on le met dans la grande meule. Pour la shorba. Exactement. Donc, on le met dans la meule et on tourne. Des fois, un petit peu, des fois, pas vraiment. Donc, dès que la vitesse, le moule électrique, maintenant, on faisait avec la meule, c'était la main. Hein. Et bon, première vitesse, deuxième vitesse et troisième vitesse. Donc, ça dépend comment vous travaillez. Donc, il y avait le fric, il y avait le mermez et il y avait le bourgol. Automatiquement, c'est toujours du blé concassé. Si vous prenez une shorba de l'Est algérien ou géri de l'Est algérien, c'est bien sûr tout simplement du... c'est fric. Fric. C'est du fric. Fric, c'est pas le fric, hein, c'est pas l'argent. Voilà, donc c'est du blé. C'est du blé très bon. Actuellement, elle est très rouge, shorba. Dans l'algérois, elle n'était pas. Elle était blanche. C'est une shorba qu'on préparait à base de mqatfa et de coriandre, mais elle était blanche. Et on pouvait y mettre aussi un petit peu de riz. Donc, ce qu'on appelle shorba betab. Et ça s'est développé, en tout cas, le fric a intégré la shorba algéroise. Oui, c'est vrai, mais à condition qu'elle soit rouge et non pas blanche. Alors, on passe au deuxième plat, si vous voulez bien. Alors, j'ai envie de vous parler de trida. Alors, trida, ce sont des petits carrés, vous savez, les petits carrés qu'on fait cuire d'abord à la vapeur. C'est des carrés de pâte, bien sûr, qu'on prépare. Normalement, nos grands-mères les préparaient chez elles à la maison. On faisait cuire à la vapeur et à côté, on préparait la sauce. Et puis, on mettait à mijoter sur un tout petit feu et on mettait la sauce et ça mijotait, ça se mélangeait. J'ai l'eau à la bouche, ça t'asbar, mais bon, c'est pas grave. C'est que ça, hein. Mais en tout cas, d'où ça vient trida? Alors, il faut savoir que le mot trida ou terid est un ancien mot arabe et qui signifie toute pâte. Il y a l'image maintenant, c'est encore pire. Ça signifie toute pâte qui, bien sûr, qui est arrosée de sauce avec une viande. Voilà. D'où ça vient. L'origine de ce mets qui n'est autre que des pâtes émiettées. Ce qui est probable, c'est que ça vienne de l'Est, dans la mesure où ce plat est plus utilisé à l'Est. Figurez-vous que ça remonte à très longtemps. Très longtemps. C'est un plat qui a plus de, on va dire... C'est pas l'Italie 1800 plus 2000, ça fait 3800. Donc c'est un plat de 3800 ans. Oui. N'est-ce pas? C'est très ancien. C'est un plat qui remonte au prophète Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il a eu un jour la visite de 2 anges. Et là, il ne savait pas quoi leur donner à manger. Il avait du bœuf et il a demandé à sa femme Sarah de préparer quelque chose. Elle ne savait pas, vous savez, comme nous, comme ça, elle va vite. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a juste émietté des pâtes. Elle a émietté du pain ou des pâtes, ce que vous voulez. Et puis, elle les a arrosées de sauce avec de la viande. Donc, d'après la tradition, dans les anciens livres, on lit que c'est-à-dire le premier qui a émietté les pâtes et il les a arrosées avec de la viande au bœuf, c'était Ibrahim al-Khalil lorsqu'il a reçu la visite. La sauce au bœuf, pas de la viande au bœuf. Oui, la sauce au bœuf. Alors, voilà, donc la sauce au bœuf. Le premier qui a fait, donc qui est arrivé ou peut-être Sarah, parce que bon, on suppose que Ibrahim il était avec les invités et Sarah dans sa cuisine, comme ça elle va vite. Donc, c'est tout ce qui est arrosé. Donc, on peut même dire que Cherchoura est un terid aussi, parce que c'est des pâtes arrosées avec une bonne sauce. Si c'est du bœuf, donc c'est du terid. Ok. Donc,
on l'appelle maintenant, Terida, c'est un plat bien connu chez nous, etc. Mais quand on prend une généralité, quand vous allez dans les scènes arabes, etc., Terid, c'est toute pâte, bien sûr, avec de la sauce au bœuf. Voilà. Donc, voilà ce que c'est Terid. Passons au Qtaïf à présent. Qtaïf, c'est toute une Est-ce histoire. qu'on revient aussi. vers les Ottomans ou pas? Non, on ne revient plus longtemps. On remonte plus loin. en arrière, voilà, Plus on prend longtemps toujours cet encore. ascenseur du temps. On va à Damas. Nous sommes au 8e siècle, et il y a fin du 7e, début du 8e siècle, il y a un roi omeyyade qui porte le nom de Abd Malik ibn Marwan. Oui, Et très Abd Malik ibn Marwan était obèse. Il souffrait d'obésité. Il mangeait. C'est-à-dire, il mangeait. 2 kilos d'amandes, 3 poulets, il mangeait. Et il souffrait effectivement d'essoufflement, peut-être de diabète, enfin, il avait tous les syndromes d'un homme obèse. Et les médecins ne pouvaient pas soigner son mal, ni soigner sa douleur. Il est tombé un jour sur un médecin persan et qui lui a proposé une recette. Il lui a dit, ne mangez absolument rien à part ce que je vais vous donner, ce que je vais vous prescrire, parce qu'apparemment c'était une recette médicinale. Donc, vous voyez, bon, alors il lui a préparé ce qu'on appelle actuellement dans la région orientale le kunafa, hein, et ce qui est chez nous appelé le qtaïf. Il lui a préparé une bonne rondelle de qtaïf avec quoi à l'intérieur? Avec du fromage, la kunafa. Non, pas de fromage à cette époque-là, d'accord? Donc, il y avait quoi? Il y avait des amandes, des pistaches, des noix, des noisettes, des cacahuètes. Je ne pense pas, ce n'était pas l'époque ni la région, mais une bonne rondelle avec, je répète, des fruits des secs. amandes, des noix, des noisettes et surtout des pistaches. Et tout ceci, déjà c'était lourd, hein, tout ceci était enrobé de beurre traditionnel ou de semen, si on veut, donc de graines, et aussi de miel pur. D'accord, beurre clarifié et du miel. Donc je vais vous dire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est tout ça, c'est bon, c'est pas néfaste. Si vous mangez un morceau comme ça, vous ne pouvez pas manger durant toute la journée. Oui. Parce que ça bourre. Oui, tout à fait. Déjà que c'est lourd, avec des fruits secs, un mélange de fruits secs, c'est très énergétique. Et bourratif en même temps. Et bourratif. Parce qu'il y a du miel, le miel pur, c'est un coupe-faim. Et du coup, la recette était un coupe-faim plus qu'une douceur. Très bien. Et Abd Malik ibn Marwan, en mangeant le qtaïf, a commencé à perdre du poids. Et il a aimé. Et on continue maintenant à préparer. Mais c'est vrai que dans les mets traditionnels syriens, le qtaïf sont Ils sont très présents. De différentes manières. Exactement. Maintenant, les fromages, ça vient bien après. Hein. Les fromages et produits laitiers dans la cuisine et tout. Non, il n'y avait pas ce luxe. On était très terre à terre, question cuisine. Vous savez, le luxe dans la cuisine est né en Andalousie avec Zeliab. Absolument. Alors, il y a eu l'Andalou, il y a eu plusieurs. Alors, déjà, il y a eu le premier livre de cuisine. Et puis, il y a eu cette tradition d'innover, de revisiter les choses, d'essayer de nouveaux ingrédients. Vous savez, l'Andalousie était très proche donc de certains pays qui n'étaient pas accessibles. C'était une cuisine méditerranéenne en même temps, mais c'était très raffiné. Et c'était très raffiné, c'était de l'aigre doux. C'est le début de l'aigre doux. C'est le début de l'aigre doux. Donc voilà, entre autres, ce n'était pas franchement la cuisine rustre, classique, carrée, qu'on connaissait, que le monde connaissait avant. Voilà, donc c'était notre shorba, trida et qtaïf. Bon appétit à vous tous, même ce qui soit. C'est un peu tôt pour le dire. On s'excuse encore une fois pour ceux dont on a titillé un petit peu les papilles et les envies. Voilà. Merci infiniment. Mais je vous en prie, ça fait un plaisir. Vous êtes pardonnés. Malish. En tout cas, on va parler encore de tradition, mais tradition justement dans le domaine du costume traditionnel. Dans un petit moment, le temps de recevoir un autre invité qui est étroitement lié à ce mois de Ramadan, puisqu'on va parler un petit peu de santé avec lui, mais aussi de la manière d'appréhender les accidents domestiques. Et c'est parti. C'est un plat traditionnel, connu de tous les Algériens, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Pour beaucoup de familles algériennes, une table ramadanesque sans tagine lahlou n'en est pas une. Le tagine d'agneau sucré, plus communément appelé l'ham lahlou, est en effet un plat indispensable pour garnir la table de l'iftar. اللحم الحلول لازم يكون في المائده. انا كي ما يكونش ما انا سوي با داكور. هذاك هو باسكو انا نبدا به حاجه حلوه. Je le mange le ham el-halou. Quand je le fais, je le mange. Il reste plus, j'en refais. Parce qu'on l'aime. Juste après la bourrèque, on le mange. Ce plat typique du nord de l'Algérie se revisite sous différentes formes, même si la base demeure la même. Certains le dégustent comme un plat à part entière, pendant que d'autres le mangent en fin de repas comme un dessert gourmand. Comme dessert plutôt, sans viande. Pourquoi? Parce que c'est trop sucré. Et j'arrive pas à m'accrocher à cette viande sucrée. c'est un dessert pour moi. ناكلو خطره زوج ثلاث خطرات في الشهر بركات. حاجه مليحه مور ماكله، حاجه حلوه بنينه. مور ماكله هذا سي نورمال، ما راحش تبدا به. Ce tagine lahlou, qu'il soit du centre, de l'est ou de l'ouest, a cette particularité d'être également servi lors des repas de cérémonie de mariage. Dans tous les cas, l'objectif est le même, un plat faible, bon augure de douceur. اللحم الحلو نديروه فال في رمضان كي ندخلوا للكوزينه نسموه بسم الله ونبداو بالبلا الاولاني اللي نحلو به ياماتنا باللحم الحلو. بريسك كاع لي فامي الجيريان يبداو باللحم الحلو فال ديجا ريحه القرفه والمزهر لو بروميير جور تحسي بلي رمضان. هي عاده من العادات الجزائريه نورمالمون كاع لي ريجيون يديروا هكذايا. Ce tagine, comme beaucoup d'autres, dénote de la richesse culinaire qui caractérise la cuisine algérienne, une richesse qui se dévoile un peu plus pendant ce mois de Ramadan. L'eau à la bouche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà que Malika Bellel se joint à Siham Kenouch pour torturer un petit peu nos papilles et nos estomacs ce matin. Donc, c'était donc le plat l'ham al-halou qui était mis en relief. Et il nous a permis, ce plat, d'intégrer l'intérieur de certains foyers. Et on a vu des cuisines. Et justement, les cuisines sont souvent, comment dire, les lieux de plusieurs accidents domestiques. On va en parler justement ce matin avec la présence parmi nous du docteur Khaled Ouafort qui vient de me rejoindre. Donc, bienvenue. Merci Voilà. pour l'invitation. Vous exercez dans un centre consacré aux brûlés, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est l'UHS des Grands Brûlés. Ça se trouve à Alger et s'occupe spécialement pour les enfants de 1 à 15 ans. Donc, la particularité pendant le mois sacré de Ramadan, on reçoit beaucoup de patients par rapport aux autres jours de l'année. Donc ces accidents sont des accidents domestiques qui arrivent souvent au niveau de la maison et précisément... Particulièrement, je pense à la cuisine, comme je l'ai dit, non? Ouais, j'avais deviné juste. Mais c'est vrai que ça reste, voilà. La scène, c'est pas une scène de crime, mais c'est la scène privilégiée de tous ces accidents domestiques. Oui, bien sûr, les accidents domestiques pour enfants, la majorité, 70% des accidents se passent au niveau de la cuisine. Et donc, parmi ces accidents, c'est les brûlures. Oui. Et les brûlures sont très très fréquents pendant le mois de Ramadan. Et vu la spécificité de ce mois, les gens veulent toujours prendre la shorba chaude et le bourrak. Donc il y a beaucoup les femmes sont dépassées. Absolument. Ils ont une charge très... Surtout la dernière demi-heure, on a tendance sur les femmes qui travaillent. Très importante au niveau de la cuisine. Donc ils ne s'occupent pas de ces enfants, de leurs enfants. Et là, l'enfant, il est imprévisible. Il rentre à la cuisine et l'accident est vite arrivé. Donc, en quelques secondes, en contact avec un liquide chaud. Donc on peut renverser justement le plat. On peut renverser aussi une casserole d'huile. Oui, parce qu'on est de passage, on est curieux et hop, un petit gamin qui passe et pour peu que le manche dépasse et voilà. Oui, c'est classique. Là, c'est le mode d'action, c'est classique, mais il n'y a pas que ça, parce que les enfants généralement, il est mis sous la surveillance de son frère, par exemple, ou sa sœur,
Et là, c'est pas la même chose parce qu'ils savent pas comment il échappe à la vigilance de la famille, il rentre à la cuisine, il renverse quelque chose ou là, il veut prendre quelque chose. Et là, c'est le drame parce que les accidents domestiques, les brûlures provoquent souvent, surtout par l'huile ou par le shorba, des brûlures graves du deuxième degré profond et du troisième degré qui touchent souvent le visage, le thorax, le cou. Et dans la prise en charge. Déjà que la peau d'un enfant est très fragile par rapport à la peau d'un adulte, effectivement. Il suffit un contact de quelques secondes et ça provoque des dégâts très importants et parfois qui laissent des séquelles indélébiles qui restent pendant toute leur vie. Quelles sont les premières mesures à prendre? Je suis une maman. Je viens d'avoir comme ça, voilà, ce drame vient d'avoir lieu. Comment dois-je réagir en premier lieu? Il faut réagir. Il faut réagir d'abord par le calme. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler déjà. Très bien. Ça ne change pas les choses. Donc il faut éloigner le produit causant de l'enfant. Donc il faut éloigner la source de chaleur. Et puis il faut enlever les vêtements et le mettre sous l'eau. D'accord. Donc brûlure, c'est vite sous l'eau. Eau fraîche. Eau fraîche. Donc l'eau ne doit pas être... Parfois les brûlures ne laissent pas supporter, ne permettent pas de supporter le contact de l'eau parfois. Non. Ça peut être le cas. Pas du tout. Donc, comment parce que ça apaise la douleur. Donc c'est de l'eau, généralement de l'eau courante. Donc faut-il remplir la baignoire rapidement? Pas du tout. Juste sous la douche. Sous la douche, juste avec la douchette. Même si on n'a pas d'eau, c'est avec une bouteille, il faut refroidir. C'est l'eau refroidie, quelle que soit la température, elle refroidit, donc ça diminue la douleur et ça diminue la profondeur. Donc il y a la règle des 3 x 15, donc on ne cesse de la répéter. C'est 15 à 15 degrés à peu près, donc il ne doit pas être très, très froid. À 15 degrés, à 15 cm, parce qu'il ne doit pas être... donc c'est juste à 15 cm pendant 15 minutes. Vous parlez du jet d'eau? Le jet d'eau, oui. Le jet d'eau doit être éloigné quand même. Voilà, c'est ce que je dis, pour ne pas avoir un impact douloureux sur la peau de cet enfant, effectivement. À 15 cm, à 15 degrés pendant 15 minutes. Ça diminue la douleur, ça diminue la profondeur et ça apaise l'enfant, généralement. L'usage d'une poche de glace, utiliser une poche de glace, est-ce que c'est recommandé ou pas? Non, pas d'indication. Pas d'indication, pas du tout. Pas de poche de glace dans l'immédiat. C'est comme en industrie, on refroidit avec de l'eau, pas avec la glace. Oui. Donc, généralement, donc on refroidit la peau et on apaise la douleur. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart avec la température du corps? Non, pas forcément. Donc j'essaie de comprendre, hein, j'ignore tout là, on est là du sujet en fait. Je me mets à la place de celui qui regarde aujourd'hui et qui a peut-être... C'est l'eau courante, pas de l'eau de réfrigérateur, pas de l'eau glacée, c'est de l'eau courante. C'est de l'eau ambiante, de la température ambiante de la maison, par exemple. Donc c'est l'eau généralement on utilise l'eau du robinet, ou bien l'eau une réserve d'eau qu'on a à la maison. Mais il faut faire rapidement, parce que là, il faut refroidir rapidement, il faut enlever les vêtements, surtout si c'est à l'huile, c'est une brûlure à l'huile. Et là, on couvre avec un linge propre et vite on l'amène à l'hôpital pour une consultation. Si on a, docteur, dans son kit, son kit médical domestique, à la maison, donc si on a dans le kit du tulle gras, est-ce qu'il est recommandé d'en mettre d'emblée ou est-ce qu'il faut vraiment arriver à la structure sanitaire d'abord? Tulle gras, ça va mettre du temps, donc ça dépend. Si c'est une brûlure très limitée. Si c'est tellement fort que la peau a tendance un petit peu à changer d'aspect, si ça a changé l'aspect, est-ce qu'il faut mettre du tulle gras ou pas? Parce que j'ai assisté une fois à une scène où un médecin de famille a très vite mis du tulle gras avant même d'arriver à l'hôpital. Est-ce que c'est recommandé ou pas? Enfin, le plus important, c'est de refroidir. C'est diminuer la douleur et diminuer surtout la profondeur. Donc ça, c'est la chose qu'il faudra faire. Bon, il y a des choses qu'il ne faudra pas faire. Par exemple, de mettre des colorants, de mettre des mixtions traditionnelles, la tomate, la dentifrice. Oui, il y a des gens qui croient que le dentifrice rafraîchit aussi. C'est une sensation.
Oui. ça aggrave Oui. les lésions Ça et aggrave. ça entraîne souvent des infections sur infections. Oui. Donc, et des fois, ça rend difficile le La diagnostic. oui, Parce que là, j'imagine. arriver à l'hôpital, et il y a beaucoup de choses à faire. Parce que Oui, j'imagine. il faut évaluer cette brûlure, évaluer la profondeur et l'étendue. Donc, c'est parce qu'à partir d'un certain pourcentage de surface du corps, ça représente un danger vital. Donc, il faudra qu'il soit hospitalisé au niveau d'une structure hospitalière. Pendant que vous interveniez, docteur, on voyait des images défiler, celles d'enfants justement manipulant des ustensiles de cuisine sur un feu. Et là, on voit justement quand l'enfant n'est pas plus grand que la cuisinière ou que le plan de travail en cuisine, il peut recevoir ça directement sur le visage. Bien sûr, terrible. c'est un mode classique de brûlure. Donc, il y a des enfants, on a tout vu pendant notre exercice. Il y a des enfants qui escaladent la cuisinière, d'autres qui mettent une chaise et qui renversent. Carrément, oui. Carrément. Donc, il y a même un traumatisme parce qu'ils renversent la cuisinière sur lui. Donc, il y a une notion de traumatisme. Donc, il peut avoir un traumatisme cérebral ou autre. Donc, oui, la chute déjà peut provoquer aussi d'autres lésions, d'autres dégâts. Bien sûr. Oui. Donc les modes d'action sont diverses, mais la brûlure elle est elle-même. Donc c'est 1 seconde, 2 secondes, ça suffit pour avoir une brûlure profonde du 2e degré, voire du 3e degré. Donc ce qui est recommandé, c'est d'être vigilant, de surveiller ses enfants quand ils sont en bas âge, de préférence, pour ne pas arriver à ce drame. Tout à fait, parce que la brûlure entraîne un drame familial, un drame pour l'enfant, et la prise en charge elle est lourde et ça laisse souvent des séquelles qui sont parfois traitées par des interventions chirurgicales pendant plusieurs fois au cours de sa vie, suivant l'évolution et c'est-à-dire lorsqu'il prend de l'âge, il commence à grandir, donc la brûlure ne grandit pas. Oui. Donc ça entraîne des Il faut tout le temps brides, intervenir chirurgicalement. pour libérer ces séquelles. Et bien sûr, avec la chirurgie, avec les traitements, avec la prévention, avec les soins appropriés, on peut diminuer cette cicatrice, voire parfois elle disparaît lorsque c'est du 2e degré intermédiaire, par exemple. Donc avec des traitements appropriés et à temps. Parce que là, si elle n'est pas traitée à temps, ça peut provoquer ça laisse des séquelles qui sont difficilement traitables par la suite. Sur le développement personnel, sur l'estime de soi pour un enfant qui grandit, un adolescent, etc. Et c'est vrai qu'on a vu effectivement tous ces ustensiles, mais on a vu aussi parmi les outils utilisés en cuisine des couteaux à la portée des enfants. Et ça aussi, c'est un danger qui guette la petite enfance, la manipulation d'objets. Bien sûr, là, les objets qui sont dangereux il y a beaucoup d'objets qui sont, par exemple, un briquet. On a vu beaucoup d'enfants qui sont brûlés par un briquet ou par exemple, on a eu un cas, ça fait pas longtemps, d'une fillette où son frère, son petit frère de 3 ans, il a manipulé un briquet et il a mis le feu dans sa robe. Donc c'était dramatique. La fillette, elle avait 7 ans. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, un enfant, lorsqu'il manipule un objet dangereux, ça provoque. Oui, comme l'image qui vient d'apparaître, où l'on voit déjà donc ce couteau qui est plus grand que sa main, la pauvre petite fille. Et c'est vrai que ça peut être des ciseaux, ça peut être des couteaux, ça peut être autre chose, mais d'objets coupants. Bien sûr, la cuisine déjà, c'est au niveau des accidents domestiques, représente un endroit où se passe la majorité des accidents, 70%. D'accord. Donc l'idéal, c'est de suspendre un sens interdit à l'entrée de la cuisine. Interdit pour moins 2, avec une grosse plaque comme ça, peut-être. Parce que la cuisine, c'est là où se prépare oui, bien sûr. Donc, ce qu'il y a à manger, donc c'est un lieu d'attraction. Et généralement, surtout au Ramadan, les mamans passent beaucoup de temps au niveau de la cuisine. Et l'enfant, il suit toujours sa maman. Ils sont sous sa responsabilité en général. Effectivement, c'est elle qui veille au grain.
par rapport à la cuisine, à la préparation des mets, mais aussi à la surveillance des enfants, à leur scolarité, etc. Donc, mais c'est vrai que quand on est dépassé, un mois comme celui de Ramadan Karim, où vraiment on essaye de dresser une table qui permette justement d'avoir du plaisir, de partager des moments privilégiés, peut être aussi l'occasion. Là, Oh là là, les brûlures, triste, la particularité de la brûlure, c'est que c'est des accidents évitables. Voilà, on peut les éviter par la prévention. C'est la prévention, c'est la plus importante parce qu'elle ne remplacera jamais le traitement. Le traitement, généralement, ne donne jamais comme il ne revient pas en état avant l'accident. Et donc, il faut la vigilance. Un enfant, sa place n'est pas dans la cuisine. Et il faut le surveiller constamment. Il ne faut pas le laisser parce qu'il est imprévisible. Ne jamais baisser de vigilance. Oui, et surtout pendant les ramadans, il y a une baisse de vigilance, il y a la fatigue, le surmenage. La femme passe beaucoup de temps à la cuisine et elle est dépassée. Donc là, si tout le monde qui veut les trucs chauds, donc à un temps X, à un temps T, donc là, l'accident peut arriver facilement. Sans oublier aussi les brûlures par le biais d'ustensiles, ou plutôt les brûlures par électricité. Oui. Ça aussi, ça survient souvent parce qu'on oublie de couvrir les prises, on oublie de débrancher certains appareils qu'on utilise en cuisine ou ailleurs. Et du coup, ça peut être dramatique également. On terminera là-dessus. Bien sûr, tout à fait. Il y a les prises, les multiprises, là, ça représente un danger pour un enfant. Donc, un enfant, il faut pacifier la maison. Il faut éviter tous les produits qui peuvent causer, même les produits caustiques, tout ça, oui. Les produits comme des détergents, qu'on utilise peuvent être des poisons pour les enfants. Il faut vraiment les éloigner, les laisser hors portée des enfants. Les médicaments aussi. Bien sûr, donc il y a plein d'objets. L'enfant, déjà, il ne faut pas laisser à la portée des enfants ces produits et surveiller l'enfant, bien sûr, surveiller constamment et laisser dans un espace qui n'a pas de danger. Safe, sans danger. Oui, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Dr Khaled Wafek. Donc, vous exercez dans le cadre d'un grand centre des brûlés, l'UHS, c'est l'établissement des grands brûlés spécialisé. Tout à fait. Brûlés et la chirurgie réparatrice. Donc, c'est le centre national. On reçoit des brûlés des 58 wilayas et voilà. En tout cas, vous êtes bien placé pour prodiguer tous les conseils qu'on vient de recevoir ce matin. On vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez été à l'écoute et que vous saurez réagir en cas d'Aïtchar. On ne vous le souhaite pas en tout cas, mais nul n'est à l'abri d'un accident domestique. En tout cas, merci beaucoup docteur. Merci à ceux qui sont avec nous. On va parler de solidarité dans un instant avec un invité qui viendra me rejoindre dans un instant. Celui qui représente l'association Conscience, justement pour une bonne prise de conscience sociale. On va voir avec lui les différentes actions de son association. Tout de suite après ce reportage signé Raouf Hamouche qui nous emmène droit à Bab Bloued pour y vivre et sentir bien sûr les ambiances durant ce mois sacré de Ramadan. L'horloge érigée au cœur de ce mythique quartier de la capitale indique 15 heures tapantes et l'ambiance est déjà à son comble. Bab Bloued est incontestablement un des lieux où l'on vit réellement l'ambiance ramadanesque. Si vous voulez passer une bonne ambiance ramadanesque, c'est ici que tout se passe, à Bab Bloued. Qui dit Ramadan à Bab Bloued dit la pâtisserie de Ammi Hamid, l'un des plus cotés sur Alger. Ici, dès 10h du matin, une longue file d'attente de tout âge commence à se former pour se procurer du qalbelouz. L'ambiance de Ramadan à Bab Bloued est tout simplement unique. Le qalbelouz de Ammi Hamid est excellent. Un peu plus loin, un autre lieu incontournable à Bab Bloued, Jama' al-Nasr. Une mosquée qui enregistre une grande affluence durant Ramadan, le mois de piété et de spiritualité.
Dieu merci, comme à chaque Ramadan, nous remarquons un élan de solidarité incroyable de la part des citoyens. Et cela s'explique notamment par la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préconisait et encourageait le partage, la générosité et la lecture du Coran durant ce mois sacré. Le partage et la générosité sont également omniprésents. La solidarité à Bab el Oued tourne à plein régime pour dispenser de repas chauds aux nécessiteux et aux voyageurs. Nous accueillons près de 1200 personnes par jour pour la rupture du jeûne. Le plus important pour nous est de voir le sourire des jeûneurs. Il est presque 21h. C'est le début de la Salat al-Isha qui sera suivie par la prière des Tarawih. Comme tous les ramadans, les Algériens passeront le mois sacré dans un esprit de convivialité et de spiritualité et de partage. Voilà, de Bab el Oued à Marseille, par la magie de l'image, on y arrive. Et sur le plateau, justement, vient de s'installer le président de l'association Conscience, qui va nous parler un petit peu des ambiances du côté de Marseille. Ça se passe en France. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on vient de voir? Bienvenue à vous, Amine Kessassi. Merci beaucoup. Ça va Ça va, super, merci beaucoup. Alhamdoulilah. Vous passez Ramadan en famille? C'est ça, je passe le Ramadan ici. Je suis venu quelques jours sur Alger et je le passe en famille. Voilà, j'imagine que vous appréciez. Bon, ma question c'était, est-ce que ça se ressemble? Oui, il y a de grandes ressemblances, effectivement. Il y a quelques similitudes parce que c'est vrai qu'on essaye quand même de vivre Ramadan entre amis, entre familles à Marseille, même si on est loin un petit peu du pays d'origine. Mais j'imagine qu'on recrée ces ambiances quelque part. C'est ça, on retrouve ces valeurs de partage et de solidarité que prône le mois du Ramadan. Très bien. En tout cas, on a reçu sur ce plateau beaucoup d'étudiants et vous aussi, vous êtes étudiant en droit et vous consacrez votre temps libre au bénévolat. C'est ça, je suis étudiant en droit à Marseille, à la faculté de droit de Marseille. Et en parallèle, j'ai fondé une association qui s'appelle Conscience il y a maintenant 3 années. Oui, en 3 ans, j'imagine que le Covid ou la crise sanitaire vous a donné à réfléchir, vous a poussé à agir. C'est ça, en fait, l'objectif de l'association, c'est de venir en aide à des jeunes, c'est de mobiliser des jeunes, de leur redonner une conscience politique aussi. Et donc, à travers ça, il y a la crise sanitaire qui, effectivement, nous a mis un grand coup et elle nous a poussé à voir autrement les gens, à voir autrement notre prochain. Et donc, pour ça, on a mené beaucoup d'actions sociales où on a distribué des colis alimentaires, où on a accompagné des personnes âgées dans leur démarche pour éviter que ces personnes se retrouvent seules. Voilà, pour les protéger. Donc, voilà. Il y a eu des étudiants qui acheminaient comme ça, les courses à ces personnes qui étaient en détresse et qui devaient se protéger coûte que coûte. En tout cas, voilà, c'était le point de départ. Aujourd'hui, vous continuez, vous poursuivez un petit peu la démarche dans la mesure où il y a énormément de moyens d'aider les autres. C'est ça, on a débloqué tout un tas de moyens pour aider la jeunesse en particulier. Et à ce jour, on est présent dans 22 villes de France et c'est devenu une association nationale. Et aujourd'hui, on a des moyens pour agir concrètement. Très bien. Est-ce que voilà, la prise en charge de la jeunesse intègre seulement les personnes les émigrées ou est-ce que voilà, vous agissez de manière générale voilà, avec toutes les composantes de cette société très cosmopolite? Totalement, en fait, Marseille, notre action, elle est à l'image de Marseille. C'est vrai que Marseille, c'est une ville où bien évidemment, il y a une forte présence d'enfants d'immigrés, des gens issus de l'immigration. Il y a une forte communauté algérienne sur Marseille. C'est d'ailleurs la diaspora la plus importante. Mais notre action, elle est ouverte à tout le monde et elle est bien évidemment généralisée, même si on l'a focalisée sur les quartiers dits populaires, les quartiers nord de Marseille, où il y a une plus grande détresse, une plus grande précarité des gens, mais notre action est ouverte à tout le monde. Voilà, on parle d'action de manière générale et maintenant je voudrais qu'on
précise davantage par rapport à ce mois de Ramadan, quelles étaient les activités menées ou les actions menées? Tout le mois du Ramadan, on a ouvert les portes de notre association parce qu'on a des grands locaux qui nous permettent d'accueillir du monde et donc on a accueilli au total 4 ou 5 associations qui sont venues faire des marottes, qui sont venues faire des repas pour la rupture du jeûne et tout le mois du Ramadan, on a ouvert nos portes à des bénéficiaires qui sont généralement des hommes seuls qui n'avaient pas forcément un endroit où aller manger à Marseille et donc ils venaient dans nos locaux pour pouvoir rompre le jeûne. Et on est en train de préparer la fête de l'Aïd. On voudrait faire une fête de l'Aïd où bien évidemment le matin tout le monde sera en famille, etc. Mais pour l'après-midi qu'on puisse tous se retrouver et passer un moment convivial. Très bien. Vous y pensez de quelle manière? On est en train de voir les modalités, mais ce qu'on veut faire, c'est faire découvrir en fait notre culture, montrer que l'Aïd c'est une fête généreuse et donc du coup on voudrait inviter des personnes qui n'ont pas forcément notre culture et qui pourraient la découvrir. Très bien, donc découvrir tous ces mets traditionnels, aussi ces gâteaux qui sont délicieux et qui représentent chaque communauté donc musulmane, entre autres, qui prendrait part à cette grande fête de l'Aïd. Ça se passera où éventuellement? À Marseille. À Marseille, dans nos locaux, voilà. Mais on l'organise aussi dans les villes où on est présent, notamment à Lyon et sur Paris éventuellement. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie, cette association, ce don de soi? Moi, ça m'apporte beaucoup de réconfort parce que j'ai fondé l'association il y a 3 ans suite à un drame. Mon frère a été assassiné sur Marseille, à La Yarmo, et donc d'ailleurs j'ai profité de l'occasion pour venir le voir ici à Alger puisqu'il est enterré ici à Alger. Et donc en fait, une des missions de notre association, c'est d'accompagner des mamans comme ça qui ont perdu des enfants sur Marseille. Et donc moi, à titre personnel, ça m'apporte beaucoup de réconfort parce que je sais que notre cause elle est noble, je sais que notre cause elle est juste et que c'est une nécessité. On se bat pas juste pour dire regardez ce qu'on fait, c'est bien, etc. On se bat parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a des mamans qui ont perdu des enfants, qui se retrouvent seules après, qui sont très très meurtries et par conséquent moi, ça me procure beaucoup de bien de les accompagner. Voilà, vous avez parlé aussi d'accompagnement de la jeunesse. Est-ce que vous avez un programme particulier qui s'adresse à des jeunes désœuvrés ou qui souffrent justement de cette oisiveté qui est mère des vices? On a un gros dispositif où en fait on voudrait proposer à des jeunes de s'éveiller, d'éveiller leur conscience. Donc on leur propose des ateliers débat, un peu des sortes d'animations où ils peuvent venir débattre et parler de tout et de n'importe quoi. Et puis à côté de ça, on a un dispositif un peu plus costaud où là on essaye nous de sélectionner des jeunes, de trouver des jeunes dans les quartiers populaires et de les rediriger vers des entreprises qui sont en partenariat avec nous. Il y a Air France, Airbus par exemple, Honnête, c'est un grand groupe français. Et donc nous on les redirige vers ces entreprises pour qu'ils puissent justement pouvoir travailler et du coup pouvoir un peu s'en sortir dans la vie et monter un peu dans l'échelle sociale. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire. D'accord. Est-ce qu'on peut citer des exemples de réussite dans ce sens? On a un dispositif avec Satis, c'est une entreprise qui est basée à Marseille. Ils font de la carrosserie aéronautique, ils refont des avions et ils ont recruté 15 jeunes que nous, on a accompagnés depuis un moment. On les a aidés à faire leur CV, leur lettre de motivation, on les a formés pour l'entretien oral. Et donc du coup, Satis les a recrutés pendant 8 mois pour leur faire une formation dans la carrosserie aéronautique. Et au bout de 8 mois, il y en a 13 qui ont signé un contrat et depuis, ils travaillent à Satis. Très bien, excellent. Donc voilà, j'imagine que ça aussi, ça permet aussi à des jeunes comme vous, cette activité donc au sein d'une association va vous permettre aussi de vous préparer à la vie active juste après le diplôme, n'est-ce pas? Totalement. C'est aussi un bon exercice. Bien sûr, c'est un bon exercice. Une meilleure intégration. Et c'est un exercice qui ouvre un peu à l'après parce que ça développe des compétences un peu managériales où on gère du coup beaucoup de bénévoles. Nous, sur Marseille, on a presque 700 adhérents, 1700 sur le plan national, donc ça nous pousse à avoir une organisation. C'est quand même un chiffre intéressant, c'est pas mal, ouais. Effectivement. On peut faire beaucoup de choses, hein. Cette fusion, cette union vous permettra certainement de réussir des actions solidaires, de qualité en tout cas. On revient à ce mois de Ramadan qui touche bientôt à sa fin, donc plus que une semaine et quelques. Donc vous vous préparez pour l'Aïd. Est-ce que vous devez lancer un appel dans ce sens? Qui sont vos mécènes?
Nos mécènes, c'est des entreprises, beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent, mais bien évidemment, si d'autres mécènes sont prêts à financer et à soutenir cette action, on est totalement disposé pour. Et puis en fait, c'est des mamans que nous, on accompagne déjà dans l'association, qui se sont portées bénévoles pour venir faire des gâteaux. Excellent. Donc là, pendant une semaine, elle commence demain d'ailleurs. En tout cas, on les salue à travers vous. On salue tous les bénévoles de l'association Conscience. Voilà, pour de plus amples détails, mesdames, messieurs, donc voilà, Amine ici présent va vous donner l'adresse ou vous contacter l'association. Donc, par quel biais pourrait-il éventuellement, ces mécènes, entrer en contact avec vous? Alors nous, on est présent sur tous les réseaux sociaux avec Association Conscience et on a un site internet qui s'appelle, c'est associationconscience.fr où là, on peut nous écrire et nous envoyer des mails ou des messages. Très bien. En tout cas, c'est excellent. En tout cas, cette mobilisation nous donne chaud au cœur. Ça nous fait plaisir qu'il y ait comme ça des relais de l'autre côté, de l'autre rive de la Méditerranée. Il n'y a pas beaucoup de distance, en tout cas. Non, j'ai toujours Quand on est à Marseille, on entend un petit peu la langue arabe un peu partout dans les quartiers. Et j'imagine que ça s'accentue pendant le mois sacré de Ramadan. Totalement. Totalement. En tout cas, on vous souhaite de passer de bons moments ce mois sacré. Ramadan Karim à vous et à tous les bénévoles de l'association Conscience. Donc, on vous souhaite bon vent pour toutes ces belles actions. Voilà, et bravo pour tout ce que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. On vous souhaite aussi un bon voyage de retour. Oui. Parce que ça a l'air d'être imminent. Ouais, vous avez hâte de rejoindre vos amis. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Amine Kessassi. Et rappelons que vous êtes le président de cette association dont on vient de parler, l'association Conscience, qui fait énormément de bien à la jeunesse de l'autre rive de la Méditerranée. Merci infiniment. Merci également à ceux qui sont encore avec nous. Allez, on va vous récompenser par une petite chanson. Les Caméléons, ça fait longtemps qu'on les a pas écouter. Donc tout de suite, une très belle chanson interprétée par ce groupe de jeunes, les Caméléons. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الاشفار في النهار مرسوم شفايف وما حنو وتقول صوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف حنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الاشفار في النهار مرسوم شفايف وما حلو بصوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف حنينك كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو ضياها في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج بالليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما بصر في حياته نهار يا وادروني كي نقول الكلمة ما شاف زين أعمى أبصر في حياته نهار
Voilà, on est déjà donc en plein dedans. Donc celle qui adoucit les mœurs, la musique nous emporte, nous rythme notre vie durant le mois de Ramadan. Elle est très présente, la musique andalouse entre autres et la musique shabi. Donc deux styles que maîtrise notre invité d'honneur ce matin, Mohamed Yassine. Bienvenue. Merci, merci à vous, bonjour. Même si on a dépassé la moitié. Oui, on est en plein dedans, donc voilà. Oui. Très bien. Qui dit Ramadan dit aussi cette chanson Shabi qui trône, qui est très présente dans les soirées, un peu partout. Et bien sûr, vous êtes en avant de la scène pendant ce mois sacré, autant que les chanteurs et interprètes de musique andalouse. Il faut dire que vous ralliez les deux. En fait, moi, à la base, j'ai une formation de musique andalouse, mais je touche à plein de styles. Je maîtrise, entre guillemets, les dérivés de la musique andalouse, voilà ce qu'on appelle les dérivés. Dont l'enseignement, vous avez été dispensé tout d'abord au Conservatoire d'Alger, qui est une bonne école pour ça, qui permet de découvrir toutes les branches musicales de notre tradition et de notre héritage. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai eu une formation qui a été... j'ai appris au niveau du conservatoire et j'ai été aussi l'élève de maîtres qui ont été eux aussi les élèves des grands maîtres comme Fakharji. Fakharji, entre autres. Voilà, comme Fakharji. Et j'ai aussi une autre facette, c'est le côté beaucoup plus académique, puisque j'ai une formation de musicologie, j'ai une licence en musicologie, voilà. Oui, ça permet d'avoir comme ça, comment dire, d'ouvrir son esprit, d'être ouvert à tout ce que peut offrir la musique de manière générale. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la chansonnette, c'est là où tout est permis. Et c'est là où toute la création se révèle à vous, dans son esprit contemporain éventuellement. Tout à fait. En fait, je dirais que ma formation me permet d'avoir une certaine rigueur, même si parfois je fais de la chansonnette. Quand on a fait le conservatoire, quand on a fait des études de musique, on a quand même ce côté un peu rigoureux de la musique, de respecter, de faire les choses bien comme il faut. Oui, voilà. Absolument. En tout cas, votre interprétation est des plus justes. On apprécie énormément vos concerts dans l'Algérois et même à travers le pays. Et je sais qu'aujourd'hui, on va écouter une très belle chanson que vous interprétez de façon magistrale. Tlatazawa Umraha, moi je l'aime beaucoup. C'est un petit peu une chansonnette, c'est pas l'qsid, mais on aimerait bien l'écouter ce matin, tout à l'heure. Mais avant, on va parler un peu de cette programmation durant Ramadan. Donc durant Ramadan, vous allez offrir un très beau concert déjà le 14 en solo. Donc c'est une scène qui vous sera consacrée. Tout à fait. Le 14 avril, je serai à la salle Ibn Khaldoun. Et voilà, ça sera à partir de 22h. Comme tous les ans, d'ailleurs, je pense que tous les ans, je fais un concert là-bas, je sais pas, c'est comme ça. Et j'invite tout le monde à venir, voilà. Oui, ça vous a porté bonheur, certainement, si vous continuez. Hein. Oui, non, ça se passe toujours très bien. Vous avez fidélisé un public, on dira. Ça se passe toujours très, très bien. Comme à l'accoutumée, je présente toujours une partie de musique andalouse au départ. Et après, je passe par le haouzé, l'aroubé et un petit peu de variété aussi. Je fais un peu de variété. Voilà. En tout cas, voilà, c'est-à-dire le haouzé ou l'aroubé, voilà, vous oscillez entre les deux avec votre orchestre qui vous suit depuis pas mal d'années. Vous êtes devenus de grands complices sur scène. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce qui nous permet de pouvoir parfois changer pas complètement, mais de modifier un petit peu notre programme de départ. Parce qu'en fait, il y a une facilité par rapport au fait d'être habitué à être ensemble tout le temps. Voilà. On va écouter votre voix, un peu tout petit extrait de celle
de pouvoir passer du classique, mais vraiment conservateur, à cette chansonnette moderne avec énormément d'aisance. Parce que vous êtes très à l'aise dans l'un comme dans l'autre. Oui, en fait, quand on fait du classique, entre guillemets, le classique, ça apporte la maîtrise de la technique un petit peu. Oui. Même si vous savez que la musique andalouse se transmet par voie orale. Donc c'est l'oralité et il n'y a pas réellement je dirais, de didactique, c'est-à-dire de méthode d'enseignement réelle, c'est-à-dire ça se fait comme ça, à l'écoute. Mais quand même, la musique andalouse, il y a des morceaux tellement riches, tellement difficiles, qui permettent d'acquérir une certaine dextérité dans la technique vocale et même dans la technique instrumentale. Oui, on a vu les possibilités que permet votre voix, votre interprétation permet tellement de variantes et de variétés qu'on apprécie cette chanson. Menmelouche, effectivement. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la petite chansonnette. Non, pas forcément. Non, en fait. Vous donnez le maximum là, parce que ça reflète un peu vos capacités un peu plus. Vous savez, moi plus qu'adolescent, je dirais jusqu'à l'âge de peut-être 18 ans, de par mon environnement familial, je ne connaissais que la musique andalouse, je ne connaissais rien d'autre. Donc je suis vraiment imprégné par cette musique. Non, franchement, Vous n'avez pas la même impression que moi, mais vous connaissez les autres. Non, mais en fait, vous savez, c'est la musique, tout ce qui est musique, entre guillemets, plus légère. Donc on a l'impression qu'on est plus à l'aise, qu'on est plus... Mais en fait, non, c'est... vous savez, la musique, quand on écoute un morceau, il y a l'interprète et il y a aussi ce que dégage cette musique. Absolument. Et donc, il y a un côté un peu léger, donc on a l'impression que peut-être vous avez l'impression c'est plus détendu. Mais Dieu sait qu'on a des compositeurs qui nous ont offert de très très belles chansons, Mahmoud Bati entre autres, qui a laissé un très bel héritage, chanté d'ailleurs par de grands interprètes de musique chabi ou de musique andalouse. Et justement, aujourd'hui, dans vos spectacles, il y a toute une partie qui est consacrée à la variété. Et ça vous permet d'avoir cette symbiose avec votre public et qui est très réactif quand vous êtes sur scène. Vous savez, moi, j'ai un public, d'ailleurs, que je salue et qui, à chaque fois, ils sont à l'écoute de tout ce qui est, comme vous dites, un peu académique, un peu... ils apprécient les deux. Et ils apprécient aussi beaucoup tout ce qui est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus léger, entre guillemets. Voilà. Absolument. Et ce qui vous permet aussi de leur faire des cadeaux sur scène, parce que vous êtes avec votre orchestre capable d'improviser aussi pour le public de temps en temps. Oui, vous savez, on a parfois des demandes qu'on... Oui. On répond à des demandes sur place parfois. On me demande telle chanson, je la fais pour faire plaisir. Voilà. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on établit toujours un programme qui est censé être respecté de A à Z, mais je pense que je ne suis pas le seul à le faire. On essaye de faire plaisir aussi au public présent. J'imagine. Est-ce qu'il y aura donc une partie du répertoire de votre dernier album donc il y a l'Ahmam, c'est ça? Yahmam. Oui. Vous savez, j'essaie toujours de changer un petit peu ce que je fais. Donc la dernière fois que j'ai donné un concert, il s'agissait aussi de faire ce que j'ai présenté dans mon album. Et donc là, on va faire certains changements. Donc il y aura des nouveautés, il y aura de nouveaux hawzi, de nouvelles chansonnettes aussi. Voilà. Voilà, excellent. Donc voilà, ça va faire plaisir à vos fans, ça va faire plaisir aux amoureux de cette musique qu'on aime énormément, l'andalou. Et avec ses multiples dérivés et puis toute cette variété, ça va être un beau show à découvrir, un concert donc de qualité est proposé le 14 avril à la salle Ibn Khaldoun. C'est signé Mohamed Yassine et son orchestre et bien sûr rappelons que vous êtes l'auteur de 3 albums jusque-là, tout à fait, n'est-ce pas? On peut les rappeler Tout à fait. Donc
Le premier, c'était tout simplement Hawzi. Le deuxième, c'est l'été en fête. Et le troisième, Yahmam. Voilà. Yahmam. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et d'annoncer l'arrivée de ce concert. Merci Donc, à vous. c'est, rappelons-le encore une dernière fois, c'est à quelle heure? On n'a pas dit à quelle heure. C'est à partir de 22h. À partir de 22h à la salle Ibn Khaldoun. Voilà, tout a été dit. Le 14 avril, mesdames, messieurs, Mohamed Yassine à l'honneur à Ibn Khaldoun. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Bonne continuation pour le carême. Merci à vous aussi. Bonne chance pour cette belle soirée qui s'annonce donc à la salle Ibn Khaldoun. Et on vous dit à très bientôt, Mohamed Yassine. À très très bientôt. À très Merci bientôt. beaucoup. Il a matlaqinash sahidek. Allah yaïshek. Voilà. Merci infiniment à ceux qui sont avec nous. Plus que 20 minutes pour cette émission. Dans ces 20 minutes, nous allons parler de notre héritage encore une fois, mais cette fois-ci à travers le costume nuptial ou le costume des cérémonies du côté de l'Est algérien. Ce sera avec le directeur du Centre national le CNRPH, le Centre national de recherche en préhistoire, en histoire et en archéologie. Donc c'est monsieur Slimane Hachi qui nous permettra de découvrir ces nouveautés liées à notre patrimoine. Restez avec nous. Voilà, ravi de recevoir pour vous M. Slimane Hachi, directeur du CNRPH, Centre national de recherche en préhistoire, en archéologie, en anthropologie. Moi j'ai dit archéologie. Voilà, j'avais tout faux. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et en histoire, en tout cas, c'était sûr. Ça va, vous allez bien? Comment ça se passe en ce mois de Ramadan? Très bien. Ça va? Ça va. Les chercheurs arrivent à travailler correctement? Bien sûr. Et ils travaillent surtout de nuit. Oui, j'imagine que voilà, ils profitent de toutes les opportunités. Voilà. En tout cas, ça vous a permis d'aboutir à la présentation d'un dossier très intéressant. Bon, oui. C'est la tradition chaque année, vous me disiez. Oui. Donc au mois de mars, on dépose des dossiers de classement. Alors à l'UNESCO, on peut déposer des dossiers de candidature, pour candidater à une inscription sur la liste du patrimoine. Oui. De l'humanité pour ce qui concerne cette convention-là. Et tous les États de la planète ont le droit de déposer un dossier, un seul par an, tous les 31 mars. Et évidemment, à ce 31 mars, au 31 mars 2023, l'Algérie était au rendez-vous. Hein. Nous avons déposé un dossier relatif au costume de cérémonie, au costume féminin de cérémonie de notre Grand Est, du Grand Est de notre pays. Et nous avons proposé de classer, nous avons candidaté pour le classement
des savoirs, des savoir-faire associés à la confection, la parure, les cérémonies de la gandoura et de la malafa, mais c'est pas que, avec tout ce qui se porte avec tout ce qui se porte. Oui, parce que ça s'accompagne de toute une parure, vous le dites si bien. La gandoura sans les bijoux, la malafa sans ses funambules et ses bijoux berbères. Voilà, et tout ça, donc il y a la confection, c'est-à-dire le fait de faire l'habit, de faire ce vêtement et toute la parure qui va avec. Alors là, la parure, c'est grandiose, quoi. C'est très diversifié, c'est très riche. Alors vous avez des choses qui sont des objets qui sont en or et d'autres objets qui sont en argent. Et avec ce qui va avec, c'est-à-dire toute la broderie. La broderie en fil d'or. Le fil d'or, le fil d'argent, les perles, le perlage, les strass et tout ça. Et avec ce qui se porte avec, naturellement, avec le kaftan, le khat, le lhaf et tout ça. Le gnour pour la menahfa et tout ça. Donc c'est en fait un système anthropologique que nous proposons au classement, comme d'ailleurs pour tous les dossiers que nous avons réussi à classer. Tous ces dossiers-là que nous avons présentés, vous vous souvenez que ça fait maintenant plusieurs années que l'Algérie, chaque année, sauf pour les interruptions des 3 ou 4 dernières années. Les années de la pandémie. Voilà, et nous avons proposé des dossiers tous les ans qui sont passés. Nous avions commencé avec... Oui, en parlant justement de costumes, il y a eu justement le costume nuptial tlemcenien qui avait été classé bien avant. De l'ouest du pays, du grand ouest du pays, qui avait été classé dès 2012. Donc avec tout ce qui va avec, naturellement, pas seulement toute la shdal, blousa, tout le costume, le mjboud et tout ça a été classé donc, dans le cadre du costume du Grand Ouest algérien, autour de Tlemcen et de sa région. Nous avons, Madame la ministre a demandé de monter un dossier relatif au costume du Grand Est du pays. Très bien. Nous sommes dessus. Nous sommes un pays-continent et Dieu sait que chaque région recèle des trésors incroyables. Mais ce qui est mis en avant lors de ces sélections ou ces candidatures, c'est surtout l'authenticité. Voilà, on essaye de protéger, de préserver le cachet authentique de cet héritage. En fait, nous travaillons de la manière suivante. Si vous voulez, le patrimoine culturel immatériel ou les héritages culturels immatériels constituent un objet, un sujet de la science, de la recherche scientifique, de toutes les sciences humaines en fait, de l'anthropologie, de la sociologie, des sciences de l'imaginaire, des littératures, en fait, c'est au cœur, le patrimoine se trouve au cœur des sciences humaines. Et c'est pour cela que notre ministère, le ministère de la Culture et des Arts, est bien inspiré de confier ces sujets-là à ceux qui savent, c'est-à-dire à ceux qui travaillent dessus, c'est-à-dire à la recherche scientifique. Et de ce fait, donc c'est confié à l'anthropologie, de ce fait, ces objets-là deviennent non pas des segments ethnographiques, c'est-à-dire un regard de l'autre porté sur soi, mais le regard de soi sur soi, c'est-à-dire d'essayer de se comprendre, d'essayer de se connaître, d'essayer de cheminer avec soi-même. Et ce chemin qui mène à soi, voilà, tout à fait. Quand on l'emprunte, on découvre que nous sommes faits, que notre culture, notre patrimoine, notre histoire, notre identité est fait de systèmes anthropologiques. Et donc nous allons à ces systèmes-là anthropologiques. Par exemple, nous interrogeons sur le fait de nous vêtir. Comment nous habillons-nous? Comment nous vêtissons-nous? Et
Parce que le costume, c'est la façon de se présenter à l'autre. C'est la façon que nous avons, que chaque culture, que chaque société a de se présenter, a de se montrer. Absolument. N'est-ce pas? De se distinguer, on dira, parmi les autres cultures. Bien sûr, de ne pas être l'autre. Voilà. Et nul ne racontera notre histoire mieux que nous. Mieux que nous, n'est-ce pas? Voilà. On est là, c'est on est les pour garants. cela que nous avons abordé ces questions de costume. Ce n'est pas un fait ethnographique ou on n'est pas dans le factuel, mais on est dans le sens. Il faut livrer du sens. Il faut extraire du sens de ce que nous sommes et présenter ce sens à l'UNESCO ou à tous ceux qui veulent le voir, à tous ceux qui veulent en entendre parler, pour nous reconnaître, pour dialoguer. Parce que le patrimoine permet de dialoguer, permet le dialogue culturel en se reconnaissant, en nous reconnaissant nous-mêmes, en se faisant reconnaître par les autres dans notre diversité. Et ça nous place dans l'échiquier du patrimoine universel de l'humanité. Voilà, parce par qu'on exemple, en fait partie par cette authenticité. Ce qui concerne le costume, nous avons monté ce costume du Grand Ouest, nous avons monté ce dossier du costume du Grand Est, mais c'est pas terminé. Nous avons tout le système du drapé saharien. Le drapé, c'est un tissu qui ne porte pas de couture, n'est-ce pas? Et le fait de le porter, les multiples façons de le confectionner, les multiples façons de le porter, les multiples façons, en fait, de le présenter à l'autre, et en le présentant à l'autre, on se présente soi-même. Absolument. Voilà. C'est notre vitrine. C'est ça le patrimoine. Voilà. Ce n'est pas le fait de savoir fabriquer une poterie. Ça fait partie du patrimoine, mais ce n'est pas le patrimoine. Ça, ce sont des faits qu'on peut dire, des faits ethnographiques ou des faits culturels. Non, c'est plus que ça, le patrimoine. C'est le sens. Nous essayons d'extraire du sens dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons hérité. Absolument. Et ça a permis le classement de beaucoup de Et c'est comme ça que nous travaillons oui, ensemble. tout à fait. C'est ainsi que nous travaillons ensemble. Par exemple, vous citez un autre exemple, aux côtés du costume, c'est-à-dire de notre façon de paraître et de notre façon d'être, notre façon de nous nourrir. Nous n'avons pas inscrit le couscous comme fait ethnographique, n'est-ce pas? Nous l'avons inscrit comme fait anthropologique. Anthropologique commun au Maghreb, oui. Comme système anthropologique qui nous vient de la plus profonde préhistoire et qui a cheminé, qui a fait des inventions, qui a fait des découvertes. Et c'est tout cela qui est classé. Quand vous demandez de classer le couscous, vous classez en fait la cuisson à la vapeur. Et c'est les nôtres, c'est notre technique qui ont inventé la cuisson à la vapeur, parce que dans tout le bassin méditerranéen et dans tout le monde, les produits meuniers du blé qui sont transformés en pâte sont partout cuits par cuisson directe. C'est-à-dire vous faites une pâte, vous prenez de la semoule, vous ajoutez de l'eau, vous posez ça sur une surface que vous mettez au feu, vous avez de la galette, vous avez du pain, des pâtes, les multiples pâtes, c'est la cuisson directe. Mais dans cette partie du monde, il y a un autre mode de cuisson. Et c'est ça qui nous caractérise. C'est cet autre mode de cuisson qui est la cuisson à la vapeur. Et ça demande des connaissances, ça demande une expérience, ça demande une profondeur historique. Et c'est cette profondeur historique-là que nous avons classée par le couscous. Et c'est aussi un système identitaire, parce que quand vous classez, vous définissez, comme nous a défini Ibn Khaldoun, semble-t-il, nous sommes des consommateurs de couscous. Nous sommes des porteurs de burnous. Nous nous rasions le crâne et nous consommons du couscous. Ça veut dire que ça nous identifie. Ça nous identifie comment? En quoi faisant? Eh bien, ça nous identifie en face des autres, qui en Asie sont la civilisation du riz, l'Amérique latine et centrale, la civilisation du maïs, la civilisation du sorgho, la civilisation du mil, la civilisation du manioc. Nous
face à eux, face à tout cela, nous sommes la civilisation du blé. Absolument. Et c'est énorme. Absolument. D'être identifié comme cela, comme la civilisation du blé, comme les anciens, les très anciens praticiens et connaisseurs de ce qu'est ce grain, le grain de blé. Absolument. Monsieur Slimane Hachi, nous serons identifiés aussi comme étant les créateurs du rail, comme étant les créateurs de Ahlil, comme étant également ceux qui sont, en fait, bien sûr, on partage avec de l'eau, voilà, les Fougaras, et donc, ce système ingénieux donc, de nos ancêtres. Donc, voilà, le Sboua de Timimoun, donc une célébration particulière de Maoulid Nabawi Sharif. Ce sont les pèlerinages. Ce sont des pèlerinages voilà, très particuliers. C'est dans ces systèmes-là anthropologiques que nous situons notre action. Voilà. À l'inverse, nous ne sommes pas dans le fait ethnographique. Quand nous classons le Rak Doulad Sidi Cheikh, nous classons la fantasia, mais avec sa face cachée. Nous classons notre façon de nous retrouver, notre façon de consommer ensemble, de vivre ensemble. C'est tout cela, parce qu'à la base de la culture de la société, qu'est-ce qui fait société? C'est le désir de vivre ensemble. Et ce désir de vivre ensemble, il se manifeste par quoi? Tous les jours. Il se manifeste par les pèlerinages. Il se manifeste par notre regroupement autour d'un plat de couscous. Souvenons-nous que le couscous est un plat qui ne se plat de mange partage. Jamais seul. Nous nous retrouvons autour de notre système de gestion de la pénurie, de la gestion du rare, de la gestion de l'eau. Des systèmes ingénieux qui s'inventent tous les jours et qui se réinventent. C'est tout cela, ces héritages culturels. C'est ça que nous faisons au ministère de la Culture. Les mesureurs d'eau étaient des personnes très créatives et très ingénieuses. Bien sûr, bien sûr. Donc elles nous ont laissé un héritage incroyable qui continue de subsister, qui continue de permettre à des paysans Il faut se pencher sur tous ces systèmes-là pour les revivifier, les revigorer, les remettre en circulation sociologique, en circulation sociétale parmi les gens, pour pouvoir les aimer, les reproduire, bien sûr les améliorer, les recréer. Et servir le tourisme à une étape, à une certaine étape, dans la mesure où... Oui, se montrer tel que nous sommes, à l'autre qui veut bien nous voir, à l'autre qui veut bien nous rendre visite, à l'autre qui veut bien nous donner de son amitié et recevoir la nôtre. Et découvrir nos particularités, qu'elles soient culinaires, vestimentaires, artistiques, archéologiques. Et Dieu sait que nous avons énormément de richesses. On pourrait en parler des heures, M. Slimane Hachi. Des semaines. Malheureusement, le temps imparti à l'émission touche à sa fin. On a été vraiment ravis. Oui, je veux dire un mot sur les dossiers que nous Allez-y. Par exemple, sur le rail, vous le savez, le rail a été inscrit comme chant populaire d'Algérie. En fait, ça correspond à une grande rubrique que nous avons créée au CNRPH, c'est le chant populaire. Nous travaillons en ce moment sur le Sraoui comme chant populaire d'Algérie, le Achouir, chant populaire d'Algérie, le Aïaï de l'Atlas, le Achouir de Kabylie, Aïaï de l'Atlas. Nous travaillons sur le Chabi algérois de la capitale, le Malouf de l'Est. Donc nous travaillons aussi sur notre façon de chanter, sur notre façon de musiquer, sur notre façon de danser. Et c'est tout cela, nous travaillons sur ce qui nous caractérise et sur cette question du chant. Merci infiniment, M. Slimane Hachi. Merci à toutes les équipes qui travaillent au sein du CNRPH pour le travail consenti à l'effet de nous offrir cette belle vitrine de l'Algérie. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, comme d'accoutumé. On a été aussi ravis de vous servir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir prêté attention jusqu'à cette heure-ci. Voilà, hélas, le temps imparti à l'émission touche à sa fin, donc on vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis Ramadan Karim à ceux qu'on n'a pas croisés auparavant, donc à très bientôt.